Bonjour à tous, je vous invite à un yoga doux consacré aux épaules et aux bras. On va commencer par s'échauffer un petit peu avec quelques mouvements. On va croiser les doigts les uns dans les autres et on va commencer à faire des cercles dans un sens, puis dans l'autre. De nouveau dans l'autre sens. Et encore dans l'autre. Et on vient ramener les paumes de main vers l'avant. On va ramener les épaules aussi vers l'avant, comme si on voulait les sortir. On arrondit le dos. On penche la tête, le menton vers le sternum. On sent l'étirement dans le haut du dos, dans les bras, les poignets, la nuque. Et on revient le dos droit. Donc là, on peut s'installer soit comme je suis, les fessiers sur les talons, soit on peut se mettre aussi en tailleur, assis sur un coussin. On se met vraiment à l'aise. On va maintenant ramener les épaules vers les oreilles en inspirant. Et à l'expire, on laisse tout tomber. On va faire ça plusieurs fois. J'inspire. Inspirez. Épaule vers les oreilles. On souffle, on détend. On vient séparer les genoux. Avec le principe, même si vous êtes en tailleur, vous pouvez aussi le faire. Le principe, juste avoir de l'espace devant nous pour pouvoir placer les mains. On va étirer les poignets. Donc on met le bout des doigts. Les paumes sont vers l'avant. Le bout des doigts est sur le sol. Et on va essayer de faire glisser autant que possible pour sentir un étirement à l'avant du poignet. On creuse le dos. On regarde vers le ciel pour étirer en même temps le cou. Et on reste comme ça quelques instants. On ramène la tête, menton vers le sternum. On décolle les mains du sol. On secoue. Et on vient maintenant faire l'inverse. On va mettre cette fois le dos de la main au niveau du sol. De nouveau, le dos creusé, la tête vers le ciel. Dans cette séance, on va faire un petit échauffement. Et vers la fin, au milieu de la séance, on fera des postures plutôt de yin yoga. Et à la fin, pour la relaxation finale, eh bien, je vous lirai un conte, ce qui permettra de nous ramener à l'enfance, quand nos parents peut-être nous racontaient des histoires, ou quand on les lisait tout seul dans le lit. Et on revient, on secoue à nouveau. Et on fera aussi un automassage après échauffement. J'ai oublié de le préciser. Donc on amène le bras gauche devant soi. On amène droit vers la droite. On vient
placer le coude droit sous le coude gauche et on ramène le bras. On essaye d'approcher le plus possible le bras du corps pour vraiment étirer toute cette partie-là. On respire en conscience. Cette fois, on met la paume de main au niveau du coude et on fait pareil. On ramène le bras le plus possible vers le cou, le haut du corps. On relâche. Restons les sensations, on compare le côté droit, le côté gauche. Si on veut, on peut se rasseoir d'une autre manière. On amène cette fois le bras droit vers l'avant. On le tourne vers la gauche. On place l'intérieur du coude gauche sous le coude droit et on approche. On peut aussi utiliser la main pour encore accentuer, la main au niveau du presque de l'épaule. Et on amène le bras vers soi. Cette fois, paume du coude droit. On amène la main vers l'arrière. On relâche, on pose les mains sur les cuisses, les genoux selon la position dans laquelle on est. Et on est dans les sensations. Alors, je viens maintenant prendre un foulard ou une ceinture, ce qui va me permettre d'aider à étirer les bras. J'amène les mains de chaque côté de l'écharpe assez largement. Je tire vraiment sur les côtés comme si je voulais presque déchirer le foulard et je l'emmène vers le haut puis vers l'arrière. Et je sens donc un étirement dans tout le bras. Et on va faire ça plusieurs fois, vers l'avant et vers l'arrière. Donc cette fois, je reste vers l'arrière et je vais tourner le bras droit vers l'arrière pour intensifier l'étirement à droite. Je reviens au centre et cette fois, bras gauche vers l'arrière. Je reviens au centre et je viens me pencher vers la droite. Je reviens au centre. Je m'incline vers la gauche. Au centre. Je repose le foulard.
J'enlève mon gilet, j'ai un peu chaud. Soyez vraiment dans les sensations. Et on va venir faire des cercles avec les épaules vers l'arrière pour commencer. Et vers l'avant. Mettre les mains en prière au niveau du cœur. Namasté. On va venir plier, incliner avec les mains vers la droite, en appuyant bien la main gauche sur la droite pour la pousser de l'autre côté. On revient au centre et on fait pareil. Vers la gauche, pousse la main droite sur la main gauche pour l'incliner. Au centre, deuxième fois, vers la droite. Centre, vers la gauche. Centre. Et je viens maintenant faire une prière dans le dos. Donc là, je peux ramener simplement le bout des doigts ensemble. Je peux éventuellement aussi utiliser mon écharpe, comme ceci, si vraiment je n'ai pas beaucoup de mobilité, de souplesse. Et si c'est ok, eh bien je joins les paumes de main entre les omoplates pour une prière, mais dans le dos. Je reste un peu dans cette position. Je relâche. Je viens de nouveau faire des cercles vers l'arrière, puis vers l'avant. Et on va commencer par se masser les trapèzes du côté gauche en utilisant la main droite. C'est vraiment de manière très instinctive, très intuitive. Pas de geste spécifique. J'attrape la peau, je fais simplement glisser mes mains comme des caresses. L'essentiel ici, c'est d'être explorateur, d'aller explorer ce dont notre corps a besoin là maintenant. Car nos besoins ne sont jamais identiques d'un jour sur l'autre. Le corps s'exprime. Il est vivant, sans cesse changeant. Puis plutôt vraiment le haut de l'épaule, le côté. Je peux tester les points d'appui. Si jamais j'ai des petits points douloureux, j'insiste, j'appuie le pouce dessus. Je reste figée ou bien je fais des cercles sur ce point. Donc, dès que je sens un point douloureux, eh bien, je le travaille. Et je continue en descendant un tout petit peu sur le bras. J'attrape vraiment tous les muscles du bras.
Je viens pétrir. J'arrive près du coude. Donc au niveau du coude, les articulations, on va les chauffer. Donc on va plier un peu le bras et on va chauffer en en frottant avec des cercles. Et je viens maintenant à l'intérieur du coude. Donc ça, c'est un point qui parfois peut être un peu dérangeant pour certaines personnes, parce que ça les rappelle un petit peu les prises de sang, tout simplement. Donc là, c'est pas du tout quelque chose de médical, on est vraiment dans le bien-être, dans le soin. Donc, il s'agit non pas d'enfoncer une aiguille, mais d'appuyer le pouce au creux. Et si jamais ça vous gêne, et bien simplement venez caresser. Donc, soit vous appuyez sur ce point fortement, soit vous faites des petites caresses avec le pouce dans des cercles, comme ceci. Et on va justement venir se caresser maintenant avec le bout des doigts, la pulpe des doigts de la main droite. On part de la main gauche et on remonte avec la pulpe des doigts jusqu'en haut du bras. Donc là, on est au niveau du bras interne. Et je viens maintenant utiliser mon pouce pour descendre du coude vers le poignet en appuyant avec le pouce sur plusieurs points en descendant. Donc je fais ça au centre, puis côté interne. Je fais à chaque fois trois lignes en descendant avec les pouces. Et côté plutôt externe, je descends en appuyant avec les pouces. Je fais des pressions, je relâche, je presse, je relâche, je presse. On retourne le bras et on vient maintenant utiliser le pouce et le reste des doigts comme ceci pour faire des mouvements comme si on déboulonnait quelque chose. On amène la peau en fait un peu vers l'extérieur. Et quand j'arrive au poignet, cette fois je frotte. Je continue ce même mouvement mais en frottant vraiment plus longtemps. Au niveau de la main, je vais simplement, de manière très instinctive, masser très rapidement la main. La paume, les doigts, très rapidement. Je viens secouer la main gauche, comme pour enlever les dernières tensions. Je pose les deux mains sur les cuisses. Je ferme mes yeux et je mesure l'écart qui sépare du côté droit du côté gauche. Quelles sont mes sensations des deux côtés? Pour les personnes qui ont du mal à rester assis comme ça au sol, vous avez bien sûr, je n'ai pas précisé, mais la possibilité de vous mettre sur une chaise pour le début de la séance, avant qu'on passe aux postures de yoga proprement dites. Donc là, vous pouvez jusqu'aux automassages, vous mettre sur une chaise. On va maintenant masser le côté droit. On commence par les trapèzes.
insiste sur les points douloureux. L'épaule. Je redescends en pétrissant. Je viens frotter le coude. L'intérieur du coude, j'appuie ou je fais des caresses, un cercle avec le pouce. Je viens caresser l'ensemble du bras en partant du bout des doigts et en montant jusqu'à l'épaule. Je fais 3 caresses à l'intérieur du bras. Puis je viens faire des mouvements de pression avec le pouce en descendant sur 3 lignes jusqu'au poignet. Donc déjà au milieu, puis sur chacun des côtés, interne et externe. Je viens utiliser les doigts et le pouce pour faire une sorte de crochet et je tourne le long de l'avant-bras. Puis j'insiste au niveau du poignet. Je tourne, je tourne. Il faut bien chauffer l'articulation. Et enfin, je masse mes mains instinctivement. Au niveau de la paume, puis des doigts. Je secoue la main droite. Je dépose les mains. Et je prends conscience des sensations au niveau du corps. Puis on va passer à la posture de la tête de vache. Vous allez venir en tailleur, puis amener le pied droit à côté du fessier gauche et mettre le genou droit au-dessus du gauche. Donc le pied droit sera à côté du fessier gauche. Et dans cette posture-là, on va maintenant faire un mouvement avec les bras. On va donc placer le bras gauche en dessous du bras droit. On plie la main et on va essayer d'enlacer les bras pour que les deux paumes se joignent. C'est le bras droit qui est au-dessus du gauche. On essaye autant que possible. Alors,
de faire se toucher les paumes, donc c'est forcément pas évident. Mais l'essentiel, c'est comment on tende vers le fait que les deux mains se touchent. Et si jamais on n'est vraiment pas à l'aise, on peut simplement se faire un câlin, donc le bras droit au-dessus du gauche, on ramène la main à l'arrière et on fait pareil de l'autre côté. Donc les deux coudes vraiment l'un à côté de l'autre, comme ceci. On ferme les yeux, on respire. On essaye de baisser les épaules et de lever les mains vers le ciel. On baisse les coudes vers la poitrine et on maintient les mains vers l'avant, comme si on montrait une direction. Et on vient délasser les deux bras. On revient les bras en position neutre. Et maintenant, on vient décroiser les jambes. Et on va tout de suite les croiser de l'autre côté. Donc, la jambe droite sera en dessous et la jambe gauche au-dessus. Les deux genoux autant que possible l'un au-dessus de l'autre. On amène le bras gauche vers l'avant. On passe le droit en dessous. Et on va faire pareil que tout à l'heure. Soit on fait un câlin, comme ceci. Soit on vient essayer de tourner les bras l'un dans l'autre pour approcher les mains, l'intérieur des mains l'une de l'autre. De nouveau, on baisse les épaules et on lève les coudes. Ferme les yeux, on respire consciemment. Bien baisser les coudes par la poitrine, bras vers l'avant, comme si on pointait une direction. Le dos est droit autant que possible. Et je viens décroiser les bras, décroiser les jambes. Je m'assois en tailleur quelques instants. Et je viens prendre le mudra de l'abeille. Donc pour cela, eh bien, je vais plier l'index et je vais l'appuyer à l'intérieur du pouce, comme ceci. Et les autres doigts sont relâchés. Je viens poser le dos des mains au niveau des genoux ou ailleurs si je suis dans une autre position. Je ferme les yeux. On va respirer en rythme. On va commencer par un rythme inspire 3, expire 6. Et on passera ensuite à 4, 8. Et pour ceux qui ne seront pas à l'aise, vous resterez dans la respiration précédente. Le but étant en fait de multiplier par 2 le temps d'expiration. Donc vous pouvez le faire vraiment
selon vos capacités respiratoires. Ça peut être 2-4, ça peut être 6-12. Écoutez-vous. Commence à inspirer. 1, 2, 3. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. 2, 3. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. Et je vous laisse continuer quelques instants à votre rythme. Passe à 4-8. J'inspire. 1, 2, 3, 4. J'expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et continuez ainsi en comptant dans votre tête. Reprenez une respiration normale. Relâchez les doigts du mudra de l'abeille. Et on va venir faire quelques postures de yin yoga. On vient se mettre à quatre pattes. Les poignets sont en dessous des épaules. Et je vais faire glisser la main droite en dessous du corps vers la gauche. Je pose la tempe droite sur le sol. Et je reste ainsi quelques instants. Soyez toujours à l'écoute de vos sensations. Ne forcez jamais et n'hésitez pas à ajuster la posture pour vous sentir bien. Le yin yoga, c'est vraiment l'équilibre entre le confort et l'inconfort. Il y aura toujours des petites douleurs, des petites choses comme ça. Mais en même temps, il faut se poser la question, est-ce que c'est ok? Est-ce que j'ai dépassé la limite ou pas? Parce que cet inconfort léger
va justement se relâcher au fur et à mesure, permettre un assouplissement profond. J'appuie sur ma main gauche pour m'aider à me relever. Je fais glisser la main droite pour la replacer à côté de la gauche. Donc de nouveau à quatre pattes. Je vais faire quelques mouvements de chat vache. Je creuse le dos, je regarde vers le ciel. J'appuie les paumes de main sur le sol. J'expire. J'arrondis le dos, j'amène le menton vers le sternum. Et je fais quelques mouvements à mon rythme. Je reviens au neutre. Et cette fois, je fais glisser le dos de la main gauche sur le sol vers la droite. Je mets l'avant-bras droit au sol, la tempe gauche sur le sol. Et je me détends dans la posture.
Je fais glisser le bras gauche pour revenir à quatre pattes. Et cette fois, je vais placer les fessiers sur les talons pour venir dans la posture de l'enfant allongé. Donc les bras sont vers l'avant, retirer les épaules. Et si je veux, pendant la posture, je peux avancer avec mes doigts, comme si je voulais marcher un peu plus vers l'avant pour accentuer l'étirement. Le front est sur le sol. Éventuellement les avant-bras sur le sol aussi. Et si je veux intensifier, je vais vraiment sur le bout des doigts. C'est au choix. Et je peux modifier évidemment pendant la posture. Si je suis gênée par mon ventre sur les cuisses, je peux ajuster la posture en séparant les genoux, en gardant les orteils joints, ce qui me permettrait d'avoir de l'espace pour mon ventre. J'ouvre vraiment les jambes comme une sorte de V, si je veux avoir plus d'espace pour mon ventre. Je soulève un peu la tête et je viens marcher avec les mains vers la droite. Pour sentir l'étirement vraiment au niveau du bras gauche.
Soulevez légèrement la tête et venez cette fois marcher avec les mains du côté gauche. N'hésitez pas, si nécessaire, à placer un coussin sous le front si vous êtes plus à l'aise. C'est tout à fait possible. Revenez au centre. Placez le dos des mains à côté des pieds ou sur le sol. Venez dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Replacez le dos droit. On va terminer par une posture d'ouverture du cœur qui va permettre de remonter les épaules. Vous allez croiser les doigts à l'arrière du corps. Amenez les épaules vers l'arrière, les omoplates qui essayent de se coller l'un contre l'autre autant que possible. Et vous allez amener la poitrine vers l'avant et les bras vers l'arrière comme si vous tirez. Et vous pouvez également pencher la tête en arrière. On revient. Quelques bonnes respirations. Et on va repartir une deuxième fois. Les épaules vers l'arrière, les omoplates se rapprochent, les mains s'éloignent. Plus possible, encore un peu plus que tout à l'heure. Et j'ouvre le cœur, je creuse le dos, je regarde vers le ciel.
Je souffle, je relâche. Et je viens pour terminer m'allonger sur le dos pour Shavasana, la relaxation finale. Je peux me couvrir, mettre une couverture sur moi pour être plus à l'aise parce que le corps a tendance à se refroidir lorsqu'il se détend. Je prends le temps de m'installer. Prenez conscience du corps. Respirez dans chacune des parties du corps. Inspirez d'abord dans la jambe droite, puis la gauche, et chacun de vos bras. Et en dernier, vous inspirez et expirez au niveau de la tête. Je vous laisse à votre rythme faire ce petit exercice de détente respiratoire. Et dans quelques instants, je vais commencer à vous compter l'histoire de Riquet à la houppe. L'un des contes très classiques de Perrault. Il était une fois une reine qui accoucha d'un fils si laid et si mal fait qu'on douta longtemps s'il avait forme humaine. Une fée, qui se trouva à sa naissance, assura qu'il ne laisserait pas d'être aimable, parce qu'il aurait beaucoup d'esprit. Elle ajouta même qu'il pourrait, en vertu du don qu'elle venait de lui faire, donner autant d'esprit qu'il en aurait à celle qu'il aimerait le mieux. Tout cela consola un peu la pauvre reine, qui était bien affligée d'avoir mis au monde un si vilain marmot. Il est vrai que cet enfant ne commença pas plus tôt à parler, qu'il dit 1000 jolies choses, et qu'il avait dans toutes ses actions je ne sais quoi de si spirituel qu'on en était charmé. J'oubliais de dire qu'il vint au monde avec une petite houppe de cheveux sur la tête, ce qui fit qu'on le nomma Riquet à la houppe, car Riquet était le nom de famille. Au bout de 7 ou 8 ans, la reine d'un royaume voisin accoucha de 2 filles. La première qui vint au monde était plus belle que le jour. La reine en fut si aise qu'on appréhenda que la trop grande joie qu'elle en avait ne lui fit mal. La même fée qui avait assisté à la naissance du petit Riquet à la houppe était présente, et pour modérer la joie de la reine, elle lui déclara que cette petite princesse n'aurait point d'esprit et qu'elle serait aussi stupide qu'elle était belle. Cela mortifia beaucoup la reine. Mais elle eut quelques moments après un bien plus grand chagrin, car la seconde fille dont elle accoucha se trouva extrêmement laide.
Ne vous affligez point tant, madame, lui dit la fée. Votre fille sera récompensée d'ailleurs, et elle aura tant d'esprit qu'on ne s'apercevra presque pas qu'elle lui manque de la beauté. Dieu le veuille, répondit la reine. Mais n'y aurait-il point moyen de faire avoir un peu d'esprit à l'aînée qui est si belle? Je ne puis rien pour elle, madame, du côté de l'esprit, lui dit la fée. Mais je puis tout du côté de la beauté. Et comme il n'y a rien que je ne veuille faire pour votre satisfaction, je vais lui donner le don de pouvoir rendre beau qui lui plaira. À mesure que ces deux princesses devinrent grandes, leur perfection crurent aussi avec elles, et on ne parlait partout que de la beauté de l'aînée et de l'esprit de la cadette. Il est vrai aussi que leurs défauts augmentèrent beaucoup avec l'âge. La cadette enlaidissait à vue d'œil, et l'aînée devenait plus stupide de jour en jour. Ou elle ne répondait rien à ce qu'on lui demandait, ou elle disait une sottise. Elle était avec cela si maladroite qu'elle ne put ranger 4 porcelaines sur le bord d'une cheminée sans en casser une, ni boire un verre d'eau sans en répandre la moitié sur ses habits. Quoique la beauté soit un grand avantage dans une jeune femme, cependant la cadette l'emportait presque toujours sur son aînée dans toutes les compagnies. D'abord, on allait du côté de la plus belle pour la voir et pour l'admirer, mais bientôt après, on allait à celle qui avait le plus d'esprit pour lui entendre dire 1000 choses agréables. Et on était étonné qu'en moins d'un quart d'heure, l'aînée n'avait plus personne autour d'elle, et que tout le monde s'était rangé autour de la cadette. L'aînée, quoique fort stupide, le remarqua bien, et elle lui donnait sans regret toute sa beauté pour avoir la moitié de l'esprit de sa sœur. La reine, toute sage qu'elle était, ne put s'empêcher de lui reprocher plusieurs fois sa bêtise, ce qui pensa faire mourir de douleur cette pauvre princesse. Un jour, qu'elle s'était retirée dans un bois pour y plaindre son malheur, elle vit venir à elle un petit homme fort laid et fort désagréable, mais vêtu très magnifiquement. C'était le jeune prince Riquet à la houppe, qui, étant devenu amoureux d'elle d'après ses portraits qui couraient par tout le monde, avait quitté le royaume de son père pour avoir le plaisir de la voir et de lui parler. Ravi de la rencontrer ainsi toute seule, il l'aborda avec tout le respect et toute la politesse imaginable. Ayant remarqué, après lui avoir fait les compliments ordinaires, qu'elle était fort mélancolique, il lui dit « Je ne comprends point, madame, comment quelqu'un d'aussi belle que vous, l'être peut être aussi triste que vous le paraissez. Car quoique je puisse me vanter d'avoir vu une infinité de belles dames, je puis dire que je n'en ai jamais vu dont la beauté approche de la vôtre. Cela vous plaît à dire, monsieur, lui répondit la princesse, et elle en demeura là. La beauté, reprit Riquet à la houppe, est un si grand avantage qu'il doit tenir lieu de tout le reste, et que quand on le possède, je ne vois pas qu'il y ait rien qui puisse nous affliger beaucoup. J'aimerais mieux, dit la princesse, être aussi laide que vous, et avoir de l'esprit, que d'avoir de la beauté comme j'en ai, et être bête autant que je le suis. Il n'y a rien, madame, qui marque davantage qu'on a de l'esprit
que de croire n'en pas avoir. Et il est de la nature de ce bien-là que plus on en a, plus on croit en manquer. Je ne sais pas cela, dit la princesse, mais je sais bien que je suis fort bête. C'est de là que vient le chagrin qui me tue. Si ce n'est que cela, madame, qui vous afflige, je puis aisément mettre fin à votre douleur. Et comment ferez-vous, dit la princesse. J'ai le pouvoir, madame, dit Riquet à la houppe, de donner de l'esprit autant qu'on en saurait avoir à celle que je dois aimer le plus. Et comme vous êtes, madame, celle-là, il ne tiendra qu'à vous que vous ayez autant d'esprit qu'on en peut avoir, pourvu que vous vouliez bien m'épouser. La princesse demeura tout interdite et ne répondit rien. Je vois, reprit Riquet à la houppe, que cette proposition vous fait de la peine, et je ne m'en étonne pas. Mais je vous donne 1 an tout entier pour vous y résoudre. La princesse avait si peu d'esprit, et en même temps une si grande envie d'en avoir, qu'elle s'imagina que la fin de cette année ne viendrait jamais, de sorte qu'elle accepta la proposition qui lui était faite. Elle n'eut pas plutôt promis à Riquet à la houppe qu'elle l'épouserait dans 1 an à pareil jour, qu'elle se sentit tout autre qu'elle n'était auparavant. Elle se trouva une facilité incroyable à dire tout ce qui lui plaisait, et à le dire d'une manière fine, aisée et naturelle. Elle commença dès ce moment une conversation galante et soutenue avec Riquet à la houppe, où elle brilla d'une telle force que Riquet à la houppe crut lui avoir donné plus d'esprit qu'il ne s'en était réservé pour lui-même. Quand elle fut retournée au palais, toute la cour ne savait que penser d'un changement si subit et si extraordinaire, car autant qu'on lui avait ouï dire d'impertinence auparavant, autant lui entendait-on dire des choses bien sensées et infiniment spirituelles. Toute la cour en eut une joie qui ne peut s'imaginer. Il n'y eut que sa cadette qui n'en fut pas bien aise, parce que n'ayant plus sur son aînée l'avantage de l'esprit, elle ne paraissait plus auprès d'elle qu'une guenon fort désagréable. Le roi se conduisait selon ses avis et allait même quelquefois tenir le conseil dans son appartement. Le bruit de ce changement s'étant répandu, tous les princes des royaumes voisins firent grands efforts pour s'en faire aimer, et presque tous la demandèrent en mariage. Mais elle n'en trouvait point qui eût assez d'esprit, et elle les écoutait tous sans s'engager avec l'un d'eux. Cependant, il en vint un si puissant, si riche, si spirituel et si bien fait, qu'elle ne put s'empêcher d'avoir de la bonne volonté pour lui. Son père, s'en étant aperçu, lui dit qu'il la faisait maîtresse sur le choix d'un époux, et qu'elle n'avait qu'à se déclarer. Comme plus on a d'esprit et plus on a de peine à prendre une ferme résolution sur cette affaire, elle demanda, après avoir remercié son père, qu'il lui donnât du temps pour y penser. Elle alla par hasard se promener dans le même bois où elle avait trouvé Riquet à la houppe pour rêver plus commodément à ce qu'elle avait à faire. Dans le temps qu'elle se promenait, rêvant profondément, elle entendit un bruit sourd sous ses pieds, comme de plusieurs gens qui vont et viennent et qui agissent. Ayant prêté l'oreille plus attentivement, elle entendit que l'un disait « Apporte-moi cette marmite ». L'autre « Donne-moi cette chaudière ». L'autre
Mets du bois dans ce feu. La terre s'ouvrit dans le même temps, et elle vit sous ses pieds comme une grande cuisine pleine de cuisiniers, de marmitons et de toutes sortes d'officiers, nécessaires pour faire un festin magnifique. Il en sortit une bande de 20 ou 30 rôtisseurs qui allèrent se camper dans une allée du bois, autour d'une table fort longue et qui, tous, la lardoire à la main et la queue de renard sur l'oreille, se mirent à travailler en cadence au son d'une chanson harmonieuse. La princesse, étonnée de ce spectacle, leur demanda pour qui ils travaillaient. C'est madame, lui répondit le plus apparent de la bande, pour le prince Riquet à la houppe, dont les noces se font demain. La princesse, encore plus surprise qu'elle ne l'avait été, et se ressouvenant tout à coup qu'il n'y avait un an qu'à pareil jour elle avait promis d'épouser le prince Riquet à la houppe, elle pensa tomber de son haut. Ce qui faisait qu'elle ne s'en souvenait pas, c'est que quand elle fit cette promesse, elle était bête, et qu'en prenant le nouvel esprit que le prince lui avait donné, elle avait oublié toutes ses sottises. Elle n'eut pas fait 30 pas en continuant sa promenade que Riquet à la houppe se présenta à elle, brave, magnifique, et comme un prince qui va se marier. Vous me voyez, dit-il, madame, exact à tenir ma parole, et je ne doute point que vous ne veniez ici pour exécuter la vôtre et me rendre en me donnant la main le plus heureux de tous les hommes. Je vous avouerai franchement, répondit la princesse, que je n'ai pas encore pris ma décision là-dessus, et que je ne crois pas pouvoir jamais la prendre quand vous le souhaitez. Vous m'étonnez, madame, lui dit Riquet à la houppe. Je le crois, dit la princesse, et assurément, si j'avais affaire à un brutal, à un homme sans esprit, je me trouverais bien embarrassée. Une princesse n'a que sa parole, me dirait-il, et il faut que vous m'épousiez, puisque vous me l'avez promis. Mais comme celui à qui je parle est l'homme du monde qui a le plus d'esprit, je suis sûre qu'il entendra raison. Vous savez que quand je n'étais qu'une bête, je ne pouvais néanmoins me résoudre à vous épouser. Comment voulez-vous qu'ayant l'esprit que vous m'avez donné, qui me rend encore plus difficile en gens que je n'étais, je prenne aujourd'hui une décision que je n'ai pu prendre dans ce temps-là? Si vous pensiez tout de bon m'épouser, vous avez eu grand tort de m'ôter ma bêtise et de me faire voir plus clair que je ne voyais. Si un homme sans esprit, répondit Riquet à la houppe, serait bien reçu, comme vous venez de le dire, à vous reprocher votre manque de parole, pourquoi voulez-vous, madame, que je n'en eusse pas de même dans une chose où il va de tout le bonheur de ma vie? Est-il raisonnable que ceux qui ont de l'esprit soient d'une pire condition que ceux qui n'en ont pas? Pouvez-vous le prétendre, vous qui en avez tant, et qui avez tant souhaité d'en avoir? Mais venons au fait, s'il vous plaît. À la réserve de ma laideur, y a-t-il quelque chose en moi qui vous déplaise? Êtes-vous malcontente de ma naissance, de mon esprit, de mon humeur et de mes manières? Nullement, répondit la princesse. J'aime en vous tout ce que vous venez de me dire. Si cela est ainsi, reprit Riquet à la houppe, je vais être heureux, puisque vous pouvez me rendre le plus aimable de tous les hommes. Comment cela se peut-il? Lui dit la princesse. Cela se fera, si vous m'aimez assez pour souhaiter que cela soit. Et afin, madame, que vous n'en doutiez pas, sachez que la même fée, qui au jour de ma naissance me fit le don de pouvoir rendre spirituelle la personne qui me plairait, vous a aussi fait le don de pouvoir rendre beau celui que vous aimerez, et à qui vous voudrez bien faire cette faveur. Si la chose est ainsi, dit la princesse, je souhaite de tout mon cœur que vous deveniez le prince du monde le plus beau et le plus aimable,
et je vous en fais le don autant qu'il est en moi. » La princesse n'eut pas plus tôt prononcé ces paroles que Riquet à la houppe parut à ses yeux l'homme du monde le plus beau, le mieux fait et le plus aimable qu'elle eût jamais vu. Quelques-uns assurent que ce ne furent point les charmes de la fée qui opérèrent, mais que l'amour seul fit cette métamorphose. Ils disent que la princesse, ayant fait réflexion sur la persévérance de son amant, sur sa discrétion et sur toutes les bonnes qualités de son âme et de son esprit, ne vit plus la difformité de son corps, ni la laideur de son visage, que sa bosse ne lui sembla plus que le bon air d'un homme qui fait le gros dos, et qu'au lieu que jusqu'alors elle l'avait vu boiter effroyablement, elle ne lui trouva plus qu'un certain air penché qui la charmait. Ils disent encore que ses yeux, qui étaient louches, ne lui en parurent que plus brillants, que leur dérèglement passa dans son esprit pour la marque d'un violent excès d'amour, et qu'enfin son gros nez rouge eut pour elle quelque chose de martial et d'héroïque. Quoi qu'il en soit, la princesse lui promit sur le champ de l'éprouver, pourvu qu'il en obtint le consentement du roi son père. Le roi, ayant su que sa fille avait beaucoup d'estime pour Riquet à la houppe, qu'il connaissait d'ailleurs pour un prince très spirituel et très sage, le reçut avec plaisir pour son gendre. Dès le lendemain, les noces furent faites, ainsi que Riquet à la houppe l'avait prévu, et selon les ordres qu'il en avait donnés longtemps auparavant. Et je vous invite maintenant à vous étirer et à venir à votre rythme, vous relever, vous redresser pour vous asseoir sur le tapis et venir clore la séance en plaçant les mains en prière au niveau du cœur, les yeux fermés, et remerciez-vous pour cette séance que vous venez de prendre le temps de faire avec l'intention de vous régénérer, de vous faire du bien, de connecter l'âme avec le corps. Namasté.